ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. C'est le rêve ultime dans cette société qui a besoin d'énergie pour faire fonctionner son économie, d'être autosuffisant en énergie. Oui, effectivement, ça fait plusieurs articles que je vois passer dans les médias québécois, Mario, qui parlent de l'énergie solaire. Là, puis je voulais juste te faire une petite confidence. Moi-même, je suis très excité de l'énergie solaire. Là. Je trouve ça beau, un panneau solaire. Là, quelque chose d'un peu de, comme tu dis, là, c'est de l'ordre du rêve. Simplement, j'ai été un peu surpris parce que, beaucoup de ces articles-là disent, la personne qui vit, là, ça coûte 80 $ par mois pour se chauffer et tout ça. Ou d'autres que ça leur coûte rien, là, par exemple. Puis ils se libèrent d'hydro en produisant leur propre électricité. Ouais, c'est ça. Mais si tu sais compter un petit peu, tu te libères d'hydro, mais probablement que tu t'enchaînes à quelqu'un d'autre. Et c'est juste pour te donner quelques petits exemples. Donc, il y avait cet article qui parlait d'un monsieur Rivard de Mascouche qui s'est doté de 22 panneaux solaires pour justement limiter sa production, sa consommation d'énergie d'Hydro-Québec. Le monsieur, il est quand même raccordé là, au réseau, là, mais juste pour dire, donc les panneaux qu'il a installés, ça a une valeur totale de 25 000 $, Mario. Fait que, tu peux sauver quelques dollars par mois d'hydroélectricité, mais avant que tu aies remboursé pour 25 000 $, il y a quand même... Mais ça, c'est juste les panneaux. Là. Je suppose qu'il y a de l'installation, un branchement, créer le système, etc. Là. Là, dans son cas, la maison était déjà fabriquée comme ça, donc je pense qu'il n'y a pas de coût additionnel, mais la seule particularité, Mario, c'est qu'à 25 000 $, tu n'as pas les batteries. Fait que là, j'ai pas tout compris les détails. Non, mais ça, sur les batteries, ouais, mais je vais te l'expliquer. Ce qui remplace les batteries, c'est qu'Hydro rachète ses surplus. Plutôt que d'emmagasiner ses propres surplus, l'idéal, ce serait d'emmagasiner ses propres surplus. Il faudrait qu'il paye des batteries en plus, puis quand il fait plus soleil la nuit, tu vides tes batteries, puis t'es rempli le lendemain. Là, à la place de ça, Hydro, il rachète ses surplus. Donc, quand il fait soleil, puis que lui, n'utilise pas d'électricité, c'est lui qui vend à Hydro. Puis là, Hydro, il crédite ça, et ça baisse encore sa facture. C'est pas... Mais je sais pas que 25 000, tu payes pas ça. Qu'est-ce qui serait pour toi une période de... Mettons, tu dis, on calcule combien d'années il faut pour rentabiliser les investissements. Qu'est-ce qui serait pour toi une période raisonnable? 15 ans? 10 ans? 12 ans? 20 ans? Mario, j'avais fait le calcul chez moi. Là, j'ai une maison à la campagne qui serait peut-être appropriée là, pour ce genre d'installation-là. J'avais écouté que pour ma consommation, c'est une maison qui a un plafond un peu haut. Là, fait que ça prend beaucoup d'énergie à chauffer. Je chauffe une partie de l'hiver au bois, d'ailleurs. On pensera ce qu'on voudra du bois, mais tout ça pour dire, ça me coûte pas loin de ça, le 2500 $ par année d'électricité, Mario, puis j'avais calculé avec une installation, il faudrait que j'installe pour quelque chose comme 30 quelques mille dollars, comme 33 000 $ de panneaux solaires et de batteries, parce que moi, l'idée, c'était d'être complètement indépendant. Sauver 2 000 $ par année pendant, 15, 16, 17 ans, c'est pas nécessairement... Puis là-dedans, Mario, tes panneaux... Parce que là, tu as un risque, là, cette période-là. Ouais, c'est que là, tu as un risque quand même que ça brise. Il y a de la maintenance. Exact. Fait que je voulais juste dire, encore une fois, on n'y est pas tout à fait. Puis il y a 2 enjeux là-dedans, Mario, que je voulais juste signaler avec toi, parce que c'est vraiment à la mode là, ces temps-ci, puis je trouvais ça intéressant d'en parler. La première, c'est que le coût des panneaux, il n'a pas arrêté de diminuer depuis 20 ans. Puis on n'est pas encore à un moment où ça va être vraiment intéressant, mais on arrive peut-être à cette période-là. Et je pense que si le rythme de décroissance du prix se poursuit, dans à peu près 5 à 10 ans, ça va commencer à être à peu près concurrentiel. Puis à ta question, Mario, pour moi, une période de 10-12 ans, c'est vraiment le maximum qu'on devrait considérer. Ça donne un rendement de 8 à 10 % par année. Puis l'enjeu, comme tu le dis, c'est que ça peut aussi briser. Là. Fait qu'il suffit qu'une fois ça brise, puis ça te coûte 1 000, 2 000 $ à réparer, là, tu recommences un petit peu ton calcul. Ouais. L'autre affaire, Mario, c'est que l'électricité chez nous coûte tellement peu cher. T'sais. Des installations comme ça, si tu es en Allemagne ou même en Californie, c'est super avantageux parce qu'à 16, 18, puis dans les périodes de pointe, 22, 25 cents le kilowattheure, c'est très avantageux. Quand tu payes entre 7 et 9 cents, à un moment donné, Mario, il faut vraiment que tu aies beaucoup de soleil pour que ça se rentabilise rapidement. Donc, je pense qu'on n'est pas encore tout à fait là. Puis à savoir, si Hydro-Québec devrait l'encourager plus, je pense qu'il devrait le faire peut-être dans une perspective expérimentale, mais comme investissement, Mario, ça va toujours rester plus avantageux pour Hydro, soit de construire de nouveaux barrages, même des centrales nucléaires ou des dispositifs éoliens,
au coût par kilowattheure, c'est certainement pas avantageux là, au Québec de construire, surtout pas sur les maisons, des ensembles de panneaux solaires pour l'instant. Encore une fois, puis je réitère, je suis un très grand enthousiaste de cette technologie-là, mais économiquement, ça a fait pas beaucoup de sens pour l'instant. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, je vois encore ça, là, c'était la grosse chicane à savoir, est-ce que c'est correct ou pas d'annoncer sur Facebook, sur les réseaux de Meta, là, Instagram ou Facebook. Parce que, bon, l'impression, c'est qu'à l'Assemblée nationale, les partis s'étaient entendus pour boycotter Facebook. Le Québec solidaire, en tout cas, dit ne jamais avoir pris cet engagement-là formellement. Parce que là, le fait est que Québec solidaire, le Parti libéral et le Parti conservateur, dans Jean Talon, ont utilisé Facebook pour faire de la publicité. Oui, effectivement, Mario. Puis tu sais, je voulais juste, ça me rappelait une certaine hypothèse ou théorie économique là, qu'on appelle des bénéfices concentrés et des coûts diffus. Là. Oui. Tu sais, Vincent Marissal qui a été interviewé à ce sujet-là, qui dit, ben c'est pas nos petits 1000 $ à nous qui va changer grand-chose. Mais tu comprends, Mario, que dans cette espèce d'appel à boycotter Facebook, Meta, qui a été appelé par la Chambre de commerce, par un grand nombre d'employeurs, par le gouvernement du Québec, par le gouvernement du Canada, etc. C'est sûr que c'est pas chaque petit acteur et c'est quelques centaines de dollars qui fait la différence. C'est la somme de tous les acteurs. C'est le principe du boycott, Mario. C'est sûr, si toi puis moi, on décide demain matin, on va boycotter telle chaîne de restaurants, ben, ton 100$, puis mon 100$, puis le 100$ de tel auditeur, ça change rien, mais c'est tous nos 100$ cumulés qui font que là, à un moment donné, la bannière, la chaîne a dit, ah, mais là, je perds des revenus. Fait que, tu sais, je trouve que M. Marissal, honnêtement, il fait preuve de très mauvaise foi quand il dit ça. Et même, il a fait un appel à la démocratie, Mario. Mais Francis, c'est pas... il me semble que Québec solidaire plaide l'argument exactement contraire dans le dossier des changements climatiques. Parce que quand des arguments sont amenés pour dire « Ouais, mais là, nous, le Québec, le Canada, il faut faire nos efforts. » Oui, mais en même temps, la Chine... Tu sais, si la Chine fait rien, en une journée, ils vont annuler les efforts d'une année du Canada, genre, là. Ils vont dire « Non, on peut pas penser de même. Chacun doit faire sa part, chacun doit faire son devoir. » Il me semble qu'ils nous amènent d'habitude exactement dans le raisonnement inverse, de dire « C'est pas parce qu'on est petit qu'on fait pas notre part, là. » Exactement, mais donc c'est là où il faut faire les deux. Tu sais. Donc évidemment, dans le cas de Facebook, le cas de Meta, évidemment, il faut continuer à laisser la ministre faire son travail auprès de Meta. Il faut continuer à intervenir au très haut niveau. Puis l'analogie avec le réchauffement climatique est excellente, Mario. Il faut continuer à intervenir auprès de la Chine, auprès des États-Unis, auprès de l'Inde, des grands pollueurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus être moins énergivore, passer à l'auto électrique. C'est ça. Et donc là, dans ce cas-ci, Québec solidaire, qui est tout sauf solidaire, évidemment, se dit, il voit une opportunité. Puis ce qui est intéressant, Mario, quand on regarde la dynamique publicitaire sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est que ça fonctionne généralement par type de mots-clés puis par type de public visé. Si tout le monde veut viser les gens avec les mêmes messages, le coût par clic, le coût par message va être beaucoup plus grand. Hein. C'est le principe de la place de marché. Puis Google et Facebook fonctionnent essentiellement comme ça. Si tous les détaillants de voitures veulent vendre la même voiture au même monsieur, tel âge, tel revenu, etc., ça va leur coûter beaucoup plus cher. Mais là, maintenant que tout le monde est disparu de Facebook, ben là, Québec solidaire, on appelle ça en économie, Mario, un comportement de resquilleur. Hein? C'est le free rider, là, en bon français. C'est que tout le monde est parti. Fait que là, ils sont les seuls à continuer à jouer. Fait que non seulement ils trichent dans le jeu du boycott, mais en plus, ils ont probablement un maudit bon deal au dollar par clic. Et donc, encore une fois, un comportement totalement immoral du point de vue économique, mais certainement très opportuniste de la part de Québec solidaire. Ouais. Donc, je sais pas si je leur lève mon chapeau. Non, mais même du point de vue économique, Mario, c'est comme quand une industrie décide d'arrêter de faire quelque chose puis qu'il reste un joueur qui répond pas à... C'est comme dans l'OPEP+, là, dans les ententes internationales sur le pétrole. Si la Russie décidait de continuer à produire plus que tous les autres, ben là, ça marcherait plus. T'sais. C'est une entente qu'on prend ensemble de baisser notre quantité produite. Ben là, encore une fois, il suffit qu'il y en ait un qui triche puis l'entente tient plus. Puis le cas échéant, le Parti conservateur et Québec solidaire et le PLQ, dans une moindre mesure, ont décidé de ne pas suivre la règle tacite du boycott. De la lecture pour demain? Ouais, je suis très excité. Mario, tu sais que c'est un personnage, moi, qui me fascine énormément. Elon Musk, qui est évidemment, je pense qu'il est redevenu l'homme le plus riche du monde. Ça dépend des valorisations boursières là, avec Bernard Arnault là, de LVMH. Mais donc, demain sort, je pense que j'ai vu à quelque part que c'était la 22e biographie d'Elon Musk. Donc, faut. Mais elle est quand même attendue, celle-là.
Ouais, ben elle a été écrite par Walter Isaacson, qui est celui qui avait fait l'excellente biographie de Steve Jobs, là, qui avait été un best-seller là, complètement fou. Ça sort demain en anglais et mercredi déjà va être disponible en français, la biographie d'Elon Musk. Donc, je trouve ça intéressant. J'ai lu, là, plusieurs journalistes ont eu un accès privilégié au document. Évidemment, on va parler de ces troubles, on va dire, obsessionnels, là, dont mettre des gens sur la planète Mars, là, qui est apparemment vraiment une obsession, là, style psychiatrique du terme, Mario. On parle aussi beaucoup de ses colères, parce qu'apparemment, c'est un personnage là, qui fait un peu des crises, là, surtout quand les choses vont pas à son goût, etc. Ça va peut-être expliquer un peu ce qui s'est passé là, chez Twitter, puis même dans une moindre mesure chez Tesla à une certaine époque. Puis c'est toujours intéressant, Mario, parce que, tu sais, veut pas, bon, l'homme le plus riche au monde, c'est une chose, mais tu sais, par ailleurs, on peut dire que M. Musk, du point de vue de la conquête spatiale, de l'auto électrique, c'est quand même quelqu'un qui a accompli de grandes choses. Est-ce que la manière d'y arriver est la bonne? Tu sais, comme économiste, non, comme personne de management, tu me poses des questions. Mais il l'a accompli à partir de pas grand-chose. Là. En termes de transformer des idées en milliards, il a fait toute une job. Là. Exact. Exactement. Fait que c'est pour ça que pour moi, tu sais, puis ça te pose toujours la question, Mario, parce que ce qu'on souhaite évidemment pour nos sociétés, que ce soit du point de vue économique, politique, etc., on veut des leaders qui font des grandes choses, mais on veut aussi autant que possible des leaders qui crient pas après le monde. Que ça sera bien intéressant pour moi de découvrir ce livre-là. Je vais probablement l'acheter demain, puis je vous en reparlerai dans quelques jours quand j'en aurai fini la lecture, Mario. Mais je pense que ça va être une lecture assez passionnante là, qu'on va déposer dans les librairies dans les prochains jours. Merci, Francis. Au revoir. J'en prie, à demain.